Ah. Attends. Bonjour à tous, bonjour Aurélie. Bonjour Hervé. Bienvenue à ce second webinaire intitulé Les jeudis de l'ECS et organisé par Atlantic Solutions Chaufferie. Ces rendez-vous, je vous le rappelle, ont lieu tous les 15 jours et nous abordons à chaque fois différents thèmes qui traitent de l'eau chaude sanitaire collective. Donc je vais commencer par me présenter. Donc Hervé Sébastien, je suis expert en solutions thermiques collectives dans l'équipe marketing au sein du groupe Atlantic. Donc ce service travaille en étroite collaboration avec la R&D pour tout ce qui concerne le développement de produits. Et nous sommes attentifs aux remontées terrain dans le but d'améliorer nos produits et vous proposer des solutions techniques qui répondent au mieux à vos attentes. Je te laisse te présenter, Aurélie. Bonjour à tous, je suis Aurélie Bernard, je suis en charge de la communication pour Atlantic Solutions Chaufferie et je suis ravie d'être de nouveau présente aujourd'hui pour parler de l'eau chaude sanitaire collective avec toi, Hervé. Alors, je te propose de passer à la présentation. Donc, on va couper la caméra et on va lancer le PowerPoint. Voilà. Donc, en introduction, je souhaite faire un point rapide sur une nouvelle fonctionnalité de Teams que nous avons mise en place, ceci afin de faciliter le bon déroulement de ce webinaire. Donc, tous les micros sont automatiquement coupés et il n'y a pas de possibilité de partager votre écran. Les questions restent cependant possibles, évidemment, par écrit dans la conversation de la réunion. Alors, si vous avez besoin, vous pouvez mettre pause à la présentation dans la barre en bas. Vous pouvez ensuite reprendre la présentation là où vous vous êtes arrêté, ou alors vous pouvez reprendre le direct. Donc, pour cela, comme montré à l'écran, vous avez à cliquer sur « En direct » qui est entouré. En revanche, on vous conseille de rien toucher et de rester en direct avec nous, ça sera plus simple. Donc, et quand vous êtes en direct, vous avez la vue avec les deux petits traits pause affichés. Donc là, voilà, faut toucher à rien. Donc, ceci étant dit, on va passer à notre thème du jour. ECS et performance, est-ce vraiment compatible? Alors, oui. Hervé, je te laisse. Je vais reprendre la main. Donc, pour ce second webinaire ECS, on va aborder le volet performance, puisque le premier traitait de la réglementation. Donc, on souhaite vous faire partager le fruit de notre expérience et notre savoir-faire en matière d'eau chaude sanitaire collective, puisque depuis quelques décennies, nous avons beaucoup appris sur l'ECS par le biais du terrain, mais aussi par notre service R&D, qui réalise beaucoup de simulations dynamiques, des essais laboratoires, et on fait aussi des field tests sur le terrain. Donc notre force, comme vous le savez, c'est de fabriquer des générateurs et des solutions autant destinées au chauffage qu'à l'eau chaude sanitaire collective. Et ça, c'est un point important. Vous le constaterez au cours de notre présentation, parce que pour bien concevoir et bien dimensionner une solution d'eau chaude sanitaire collective, il est primordial de connaître et de maîtriser aussi le fonctionnement des chaudières. Il faut en tenir compte. D'autre part, il faut savoir qu'une nouvelle méthode de dimensionnement ECS est sortie à la demande de l'ADEME, qui a missionné le caustique pour la réaliser. Donc à l'avenir, on se dirige vers un sous-dimensionnement de l'eau chaude sanitaire par rapport aux méthodes qu'on connaissait actuellement. Donc tous les points que nous allons passer en revue dans cette présentation auront d'autant plus d'importance demain, parce qu'on sera face à des productions d'eau chaude sanitaire qui ont un rapport volume-puissance qui a tendance à chuter. Donc il faudra être d'autant plus vigilant, et c'est ce qu'on va voir sur la suite de cette présentation. Merci Hervé. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous parler du principe de l'eau chaude sanitaire en collectif? Oui, tout à fait, on va aborder ce sujet avec tout premièrement la phase de soutirage d'eau chaude sanitaire qu'on peut retrouver dans différentes documentations commerciales. Alors ce qu'on voit au niveau de l'eau chaude collective, souvent,
sur ces présentations, c'est une eau froide à 10 dans un ballon et une sortie de production à 60. Donc, ce qui se traduit par, lorsqu'on est en production d'eau chaude, par un delta T de 50 au niveau secondaire, puisqu'on rentre à 10, on sort à 60. Et pour réchauffer cette eau de 10 à 60, eh ben sur le primaire, autant avoir le primaire le plus bas possible pour être efficace au niveau performance. Et dans ce cas-là, sur cet exemple, on pourrait revenir à 35 sur la chaudière face à une eau à 10 au secondaire, ce qui nous permettrait d'être en phase de condensation. D'accord, donc ça, c'était la représentation commerciale. Et dans cette phase de soutirage d'eau sanitaire, qu'est-ce qu'il manque en réalité? Comme on le voit à l'écran, il manque le bouclage. En collectif, on est toujours face au bouclage sanitaire. Donc de l'eau, comme on l'a vu dans notre précédente réunion, selon la réglementation sanitaire, qui doit être à minimum 50 degrés en tout point du réseau de distribution ECS. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va retrouver peut-être une strate à 10 s'il y a eu une phase de soutirage d'eau chaude sanitaire, mais au-dessus de cette strate à 10, une strate à 50. Donc, au lancement de la priorité eau chaude sanitaire, qui peut être déclenchée, on le voit ici, par le niveau de bouclage qui a atteint le niveau de la sonde, on va d'abord aspirer cette eau froide à 10, et dans ce cas-là, on sera toujours en phase de condensation. D'accord. Et est-ce que ça se comporte différemment dans la phase de maintien en température du bouclage sanitaire? Une fois qu'on a aspiré cette strate à 10, qu'est-ce qui va se passer? On va aspirer cette strate à 50. Et là, l'échangeur devra faire face à un réchauffage de la température de seulement 10 degrés pour atteindre les 60 degrés de consigne. Donc, on va finalement diviser le différentiel de température au secondaire de l'échangeur par 5. Au lieu de 50, on va avoir 10 degrés. Mais si on le divise par 5 au secondaire, on va le diviser aussi par 5 au primaire. Ce qui veut dire que nos 30 degrés de delta T primaire vont se retrouver avec seulement 6 degrés de différentiel. Et 6 degrés de différentiel, ça va nous donner un retour à la chaudière, un retour au générateur à 59 degrés. Et dans ce cas-là, la condensation ne sera pas possible. Donc sur toutes les phases de maintien en température de bouclage, la condensation n'est pas possible. Et c'est une grosse partie du temps où on est dans des phases de maintien en température. Puisque dans les logements, on le voit, il y a à peu près 2 grosses périodes de soutirage. Tout le reste du temps, c'est des faibles soutirages. Donc c'est le bouclage qui l'emporte. Prenons l'exemple d'un bouclage de 1000 litres/heure. Dans un ballon de 1000 litres, qu'est-ce qui se passe? La sonde étant au milieu, dès qu'on atteint 500 litres de remplissage par le bouclage, on va déclencher. Ce qui veut dire qu'ici, dans ce cas de figure, dans cet exemple, le bouclage, déjà, nous fait déclencher 2 fois par heure la priorité eau chaude sanitaire. Ce qui veut dire, et ça aura pour conséquence, de remonter la chaudière en température, et pendant toutes ces phases, on ne condensera pas sur la partie chauffage, puisque la chaudière sera à haute température. Merci Hervé, c'était très clair. On va maintenant passer à l'optimisation de la performance ECS. Et dans une production d'ECS pour optimiser cette performance, Hervé, est-il préférable de positionner, où est-il préférable, de positionner la sonde située dans le ballon? Donc, la sonde, là où on affiche la consigne ECS, il est exclu de la positionner en partie basse. Pourquoi? Parce que si on la positionne trop bas, on est face soit au retour eau froide sanitaire, soit au retour bouclage dans un ballon chaud qui vont plonger en bas de la cuve par stratification, puisqu'ils reviennent à 50, dans un ballon à 60. Donc, ce qui veut dire que ça va générer sans cesse des déclenchements de la priorité eau chaude sanitaire. Et si on est sans cesse en déclenchement d'eau chaude sanitaire, la chaudière sera maintenue à température constante, et dans ce cas-là, on va dégrader fortement la performance, puisqu'on ne pourra plus condenser sur les phases chauffage. A contrario, si on la positionne en position haute, qu'est-ce qui va se passer? On n'aura pas de réserve d'eau chaude au-dessus de cette sonde. Ce qui veut dire qu'on va déclencher trop tardivement, on n'aura pas le temps de produire s'il y a un débit de pointe de 10 minutes qui arrive, et dans ce cas-là, on va générer de l'inconfort. Donc la meilleure solution, et le bon compromis en tout cas,
c'est de rester à peu près en position milieu dans le ballon pour avoir des déclenchements non intempestifs et un volume d'eau chaude suffisamment important au-dessus de la sonde pour pallier au débit de pointe de 10 minutes s'il arrive. Alors on retrouve sur nos ballons Corhydro 3 doigts de gants. Donc ça vous permet de positionner la sonde effectivement à différents endroits, mais pour différents process. Donc la sonde milieu, on a vu que c'était pour la production d'eau chaude sanitaire. La sonde en position basse, c'est plutôt lorsqu'on fait face à de l'accumulé et qu'on relance pour rétablir et restocker à nouveau tout le volume d'eau chaude sanitaire dans le ballon, prêt pour le lendemain matin. Et la position haute, eh bien là, c'est plus une position, je dirais, de contrôle vis-à-vis de la réglementation sanitaire qu'on a vue la dernière fois et contrôler les fameux 55 degrés en sortie de production d'eau chaude. Ça vous donne cette indication-là. Par contre, pour satisfaire un débit de pointe ECS à la relance de la priorité sanitaire, ça c'est le cas extrême, hein, c'est-à-dire qu'on arrivait au niveau de la sonde, il y a un niveau froid jusqu'au niveau milieu du ballon, il ne nous reste que le volume supérieur au-dessus de la sonde pour permettre de combattre ce débit de pointe, 10 minutes. Dans ce cas-là, il faudra veiller dans le dimensionnement à avoir un volume d'eau chaude suffisant. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il faudra veiller à ce que la chaudière, qui elle peut-être fonctionne en chauffage à 30 degrés, lui laisser le temps de remonter en température jusqu'à 70-80 pour pouvoir à nouveau produire de l'eau chaude sanitaire. Et donc tenir compte aussi du débit instantané de l'échangeur à plaques, selon la puissance de la chaudière et la puissance de l'échangeur. Donc c'est vraiment ces trois facteurs, ces trois paramètres dont il faut le tenir compte dans le dimensionnement d'eau chaude sanitaire, si on n'a pas le volume 10 minutes au-dessus de la sonde. D'accord. Alors, tu nous as parlé de la sonde. Est-ce que tu peux maintenant nous expliquer où positionner le piquage entrée ECS, qui vient de l'échangeur à plaques, par rapport au retour bouclage? Oui. Donc, l'entrée eau chaude sanitaire qui vient de l'échangeur à plaques, il faut le positionner surtout pas en position haute, lorsqu'on est face à une chaudière à condensation, qui a des phases alternées entre le chauffage et l'eau chaude sanitaire, puisque lorsqu'elle sera sur du chauffage à 30-40 degrés, et qu'on va passer en mode priorité eau chaude sanitaire, on va demander à la chaudière de remonter à haute température. Et le temps qu'elle remonte à haute température, si on envoie la sortie de l'échangeur en partie haute, on risque de casser la stratification supérieure de ce ballon, qu'on veut absolument maintenir à 60 pour faire face aux différents soutirages qui peuvent se produire pendant cette phase. Donc il convient de positionner surtout en position milieu du ballon la sortie de l'échangeur à plaques, pour que le temps que la chaudière se remette en température, prête à satisfaire le besoin d'eau chaude sanitaire, et pas casser la stratification supérieure qui est indispensable pour les différents soutirages qui peuvent se produire. A contrario, le retour bouclage, lui, il a une température plus faible que la consigne. On revient, on l'a vu la dernière fois, exigé par l'arrêté du 30 novembre 2005, à 50 degrés minimum en tout point du réseau de distribution. Ce qui veut dire que le retour de bouclage, lui, doit se positionner sous l'entrée eau chaude, pour ne pas la perturber. Et de façon naturelle, par stratification, eh ben, il va venir remplir le bas du ballon. Alors s'il y a une strate d'eau froide sanitaire, il va venir sur cette strate d'eau froide. S'il n'y en a pas, il va remplir la totalité du ballon jusqu'à atteindre le niveau de la sonde pour le déclenchement de la priorité eau chaude. Donc, le niveau de la sonde, effectivement, il faut bien le positionner entre le niveau entrée eau chaude sanitaire et le retour bouclage pour qu'elle ne soit pas perturbée et éviter les déclenchements intempestifs. C'est très clair, merci beaucoup Hervé. Alors toujours pour optimiser la performance ECS, pourquoi il est préférable de sélectionner un échangeur à plaques à bas régime de température primaire? Pour faire de l'eau chaude sanitaire à 60, il vaut mieux avoir le plus faible pincement possible. C'est quoi le pincement? C'est la différence de température entre la température primaire d'alimentation de l'échangeur et la température secondaire de l'échangeur à plaques. Donc ici, on est face à un pincement, sur notre exemple, de 5 degrés. Par contre, un faible pincement, ça va engendrer
une surface d'échange bien supérieure sur l'échangeur à plaque par rapport à un pincement de 10 degrés, hein, si on était à 70 primaire. Ça va par conséquent augmenter le nombre de plaques, mais on sait très bien que sur un échangeur à plaques, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher, les plaques, hein. Donc ça ne va pas augmenter fortement le coût. Par contre, ça va nous donner plein d'autres avantages. En l'occurrence, si on se limite à une température inférieure à 70 degrés primaire, on va limiter énormément l'entartrage de cet échangeur. Et ça, c'est important, hein, pour les exploitants. Puisque si on est supérieur à 70, on l'a constaté par expérience, c'est là où on dépose le plus de tartre côté secondaire. Inférieur à 70, c'est moins le cas. De ce fait, si on a un bas régime de température primaire, on va aussi limiter les pertes du circuit primaire. Et ça, c'est une bonne chose pour la performance. Et si on limite cette température primaire, ce qu'il faut imaginer, c'est que la chaudière, si elle remonte seulement à 65 pour faire l'eau chaude au lieu de 80, elle va pouvoir décharger plus rapidement, une fois que l'eau chaude sanitaire est finie, les calories dans le circuit chauffage pour repartir par exemple à 40 degrés. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'elle était à 80 et qu'elle doit redescendre à 40 degrés pour le chauffage, elle doit diffuser déjà son stockage d'énergie, cette énergie stockée, dans le réseau chauffage avant de démarrer au niveau de son brûleur. Et tant qu'elle n'a pas démarré au niveau de son brûleur, eh bien, elle ne condense pas. Donc, toute cette partie où on déstocke l'énergie de la chaudière dans le réseau de chauffage, on ne condense pas. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait entre-temps à nouveau une relance d'eau chaude sanitaire, puisque ça voudrait se traduire par aucune possibilité de condenser sur la phase chauffage. Voilà pourquoi c'est très important. Et d'autre part, avoir un bas régime de température primaire, on va dire que c'est bien plus adapté aux bâtiments neufs qui ont des régimes de température assez bas aujourd'hui au niveau des émetteurs. On retrouve du 70-50 maximum, voire du 60-40, voire du 50-30. Donc ce serait dommage à chaque relance d'eau chaude sanitaire de remonter la chaudière à 80. Alors, maintenant qu'on a un échangeur à plaque performant, à quoi faut-il veiller sur la partie bouclage ECS? Alors là, c'est un point très important, puisqu'on retrouve énormément d'erreurs sur le terrain vis-à-vis de ce point-là. Il faut vraiment adapter le débit du bouclage, en respectant bien évidemment tout ce qu'on a vu la dernière fois au niveau des circulaires et du DTU, les vitesses dans les retours de colonne à 0,2 mètres par seconde minimum, et les températures, 55 degrés en sortie de production, 50 degrés en tout point du réseau de distribution. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est pour garantir tous ces points-là, la tendance sur le terrain, c'est de mettre du surdébit. Évidemment, avec le surdébit, ça va dans le bon sens. Par contre, ça ne va pas dans le sens de la performance. Donc, il faut vraiment adapter ce débit de bouclage. Pourquoi? Parce que ça a quelles conséquences? Eh bien, si on limite ce débit de bouclage, si on l'adapte au plus juste, ça va nous permettre de limiter les relances d'eau chaude sanitaire intempestive. Parce qu'un débit de bouclage qui est doublé, on va arriver 2 fois plus vite au niveau de la sonde et déclencher 2 fois plus souvent l'eau chaude sanitaire. Donc relancer la chaudière à haute température 2 fois plus souvent, sans avoir la chance de condenser, et beaucoup moins sur la phase chauffage. Quelque part, ça va créer un talon bas fictif sur la chaudière. Qu'est-ce que ça veut dire, cela? Eh bien, si vous êtes en phase d'eau chaude sanitaire, vous avez satisfait l'eau chaude sanitaire, vous étiez à 80. Vous repartez en mode chauffage à 40. La chaudière va donc, comme je l'expliquais précédemment, déstocker son stockage d'énergie, dans le chauffage. Mais si on a un bouclage sanitaire très important, on n'aura pas le temps de descendre en température jusqu'aux 40 degrés de consigne chauffage, on sera à peine à 70-60, qu'on va réenclencher la priorité eau chaude sanitaire pour satisfaire et maintenir en température le bouclage. Donc ce qui veut dire que inconsciemment, on va créer un talon bas fictif sur la chaudière, comme si on lui avait paramétré un talon bas de 60 degrés. Ce qui veut dire qu'elle ne se retrouvera jamais en phase de condensation chauffage, parce qu'elle aura à peine déchargé ses calories dans le réseau radiateur, qu'elle va repartir, et sans condenser, puisqu'elle n'aura pas démarré, qu'elle va repartir en mode eau chaude sanitaire haute température. Et donc ceci, ça se voit très peu sur le terrain, c'est peu visible, mais ça se produit énormément. Et donc ça, c'est vraiment une réalité et une perte de performance. Il faut bien veiller à cela.
Donc, adapter le débit de bouclage, comme je le disais, ça va permettre de glisser en température sur la chaudière et de favoriser les phases de condensation-chauffage. D'accord. Et donc, il faut aussi avoir le plus gros volume de stockage possible pour optimiser la performance ECS? Oui, c'est assez évident. Plus on stockera d'énergie dans ce ballon, en l'occurrence, un volume de ballon, quand c'est affiché ici supérieur au volume 10 minutes, c'est-à-dire qu'on est en mode semi-accumulé. Hein. Donc, si on stocke le débit de pointe, eh bien, d'une part, on sera face à un plus gros ballon. Donc, quand on est face à un plus gros ballon, on va améliorer la stratification à l'intérieur. Pourquoi on améliorerait cette stratification? Parce que quand on augmente le volume du ballon, on diminue la puissance de l'échangeur. Et si on diminue la puissance de l'échangeur, le débit de la pompe entre l'échangeur et le ballon est inférieur. Et il est inférieur et il va débiter dans un ballon qui est plus gros, donc qui a des orifices d'entrée plus importantes. Et un débit inférieur dans les orifices d'entrée plus importantes, ça va diminuer la vitesse d'introduction des flux dans le ballon. Et donc, ça va permettre de plus facilement conserver la stratification dans ce ballon. Ça va permettre aussi de diminuer la puissance de l'échangeur face à un gros ballon, puisque le dimensionnement CS, ce n'est qu'un rapport volume-puissance. Gros ballon, petite puissance. Et de ce fait, ça va permettre de diminuer la puissance appelée au générateur. Et ça, c'est le point le plus important, hein, parce que ce qui coûte le plus cher, ce n'est pas le ballon, c'est bien le générateur. Donc plus on aura un gros ballon, plus on aura plus de puissance d'échangeur, et plus la chaudière sera faible en puissance aussi, et moins coûteuse. Et de ce fait, stocker beaucoup d'énergie, comme on l'a vu, ça va limiter les relances et favoriser les phases de condensation-chauffage. D'accord, donc on a vu les avantages du semi-accumulé. A contrario, qu'est-ce qui se passe si on met en place une production ECS semi-instantanée? La production ECS semi-instantanée, c'est un rapport volume-puissance, bien évidemment. Donc là, avec le cas d'un volume faible et une puissance d'échangeur importante. Donc si on a un volume faible et une puissance d'échangeur importante, on a un débit qui arrive dans le ballon très important. Très important dans un ballon plus petit avec des diamètres d'entrée plus petits. Donc un surdébit dans des diamètres plus petits, ben ça amène des vitesses très importantes dans le ballon. Et dans ce cas de figure, ben ça casse totalement la stratification du ballon. Donc c'est pour cette raison qu'il n'y a aucune raison dans ce cas de figure de mettre une sonde dans le ballon, puisqu'elle va déclencher sans arrêt. Il va y avoir un brassage continu de ce volume de ballon. C'est pour cette raison que la sonde, en semi-instantané, est souvent placée seulement en sortie de l'échangeur. Qu'est-ce qu'il en est du retour bouclage des entrées au froid sanitaire? Et bien là, on les retrouve sur le schéma, ils ne sont plus sur le ballon. Pour quelle raison? Parce que dans un faible volume qui est perturbé, parce qu'il n'y a pas de stratification, il faut absolument éviter de mettre ce retour bouclage et l'entrée au froid sur le ballon, puisqu'il y a un risque potentiel d'aller bypasser directement vers le départ au chaud sanitaire les flux d'entrée au froid et de bouclage, au risque de générer de l'inconfort sur l'installation. C'est pour cette raison que face à du semi-instantané, contrairement au semi-accumulé, on vient positionner, pour ne pas perturber ce volume et pour ne pas bypasser le départ au chaud sanitaire, le retour bouclage et l'alimentation eau froide entre l'échangeur. Alors, j'ai à noter aussi une particularité, c'est que sur l'eau chaude sanitaire instantanée, le débit de charge de l'échangeur, il faut absolument le vérifier, il doit toujours être supérieur au débit de bouclage. Puisque le débit de bouclage arrivant dans la petite bouteille, l'échangeur fonctionnant en continu, il aspire ce débit de bouclage, mais s'il y a un surdébit au niveau du bouclage, eh ben, tout le reste va aller au niveau du ballon, vers la droite. Ce qui veut dire qu'on aura beau charger le ballon, étant donné qu'il y a un débit de bouclage plus important à 50 degrés, on va décharger le ballon jusqu'à générer de l'inconfort. Et là, ça ne marche plus. Donc, un échangeur à plaque semi-instantanée, une production semi-instantanée, c'est finalement une demande d'ECS en continu, ce qui veut dire que c'est une température chaudière constante, en continu,
qui n'est pas forcément favorable à la condensation, hein, puisqu'une température constante sur une chaudière, ça se traduit par quoi pour les circuits radiateurs? Eh bien, des 23 voies, pratiquement en bipassage constant, hein. Plus il y a de différence de température entre la chaudière et la consigne des radiateurs, plus la 23 voies est fermée, moins il y a de débit de retour froid des radiateurs vers la chaudière et moins on condense. Sauf avec des chaudières, effectivement, où on peut séparer les retours en 3 ou 4 piquages. Mais là, c'est tout à fait défavorable aux chaudières de piquage. D'accord. Dès qu'on est face à une chaudière à température constante, le 2 piquage, il faut l'oublier. Donc, il faut privilégier, évidemment, le semi-accumulé. Et d'autant plus, j'ajouterais avec les nouvelles méthodes de dimensionnement ECS, qu'on tendance à diminuer le dimensionnement avec des rapports volume-puissance de main plus faibles sur le terrain. Merci Hervé. Dis-moi, est-ce qu'on peut aussi optimiser la performance en plaçant 2 sondes dans le ballon? Sur ce point-là, c'est ce qu'on propose seulement sur les solutions semi-accumulées. L'avantage d'avoir 2 sondes dans le ballon sur un volume semi-accumulé, donc supérieur au débit de pointe 10 minutes, l'eau froide arrivant par le bas du ballon, hein, ou le bouclage, va arriver ensuite au niveau de la sonde bleue. Donc dans ce cas-là, on va déclencher la priorité eau chaude sanitaire. On va ensuite charger ce ballon, puisque la sonde a déclenché. On va amener de l'eau chaude dans le ballon par le haut. Donc on va le charger par le haut et la strate chaude va descendre. Mais là, cette première sonde de déclenchement aura été inhibée. Dans le cas où elle n'est pas inhibée, il n'y a qu'une sonde, eh bien on se retrouve avec le schéma qui est à côté, où on arrête la charge une fois qu'on a rempli qu'à moitié le ballon. L'intérêt de l'inhiber, cette sonde ON, c'est de pouvoir charger ce ballon complètement, de stocker le maximum de calories dans ce ballon-là, jusqu'à le charger jusqu'au point bas. Et en le chargeant en totalité, eh bien, ça va nous permettre de limiter les priorités eau chaude sanitaire par rapport à un ballon qui n'a qu'une sonde, hein. Ça va nous permettre d'avoir un arrêt prolongé des circulateurs aussi de l'échangeur à plaques, bon, favorable consommation d'énergie aussi, hein. Et ça va diminuer d'autant le nombre de cycles brûleurs avec les relances chaudières, ce qui veut dire que ça va allonger un peu la durée de vie des composants. Et ça va surtout, en stockant beaucoup d'énergie dans un ballon, beaucoup plus avec 2 sondes qu'avec une sur du semi-accumulé, va favoriser les phases de condensation, chauffage, pardon, puisqu'on va passer plus de temps en mode chauffage avec moins de relance d'eau chaude sanitaire. D'accord, donc au lieu d'avoir une sonde double fonction, on a une sonde par fonction on et off, c'est ça? Exactement, tu as tout compris. Merci. Alors, est-ce qu'on doit systématiquement mettre 2 sondes dans toutes les productions ECS? Le titre le dit, 2 sondes, mais pas systématiquement. Lorsqu'on fait face à un ballon à échangeur interne, par rapport à un ballon à échangeur externe, un ballon échangeur à plaque, ça ne va pas se comporter de la même façon, un ballon échangeur interne. Le pincement est totalement différent. Un échangeur à plaque, c'est compact, ça a une énorme surface d'échange, hein, en peu de place. On ne peut pas placer autant de surface d'échange dans un ballon qu'un échangeur à plaque est compact, hein. On va vite remplir par les spires le volume du ballon. Ce qui veut dire que le pincement n'est pas du tout le même. Entre un échangeur à plaque, on peut avoir quelques degrés de pincement entre l'entrée primaire et la sortie secondaire. Alors que sur un ballon échangeur, le pincement est bien plus important. On peut approcher les 10 degrés. C'est-à-dire qu'il faut au minimum du 70-75 degrés pour fabriquer du 60 dans le ballon. Ce qui veut dire que le serpentin prenant un volume important dans le ballon et alimenté à haute température, au redémarrage de la production d'eau chaude sanitaire, on va brasser totalement ce volume. Pas du tout ce qui se passe dans un échangeur à plaques associé à un ballon. On a des strates. Là, on va brasser pratiquement totalement le volume, avoir une température pratiquement moyenne dans le ballon. Donc, au lieu d'avoir de l'eau froide à 10 en partie basse, on va peut-être se retrouver avec de l'eau à 40 en moyenne. Et quand on va aspirer
ces taux avec les retours chaudières, elles seront défavorables, puisqu'au lieu d'avoir de l'eau à 10, si on est face à de l'eau à 40, on va avoir des retours plus chauds, et ce sera bien sûr moins favorable sur les phases de condensation eau chaude sanitaire. Donc, de ce que je comprends, c'est un peu moins performant qu'un échangeur à plaques, parce qu'on ne peut pas disposer d'autant de surface d'échange qu'avec un échangeur à plaques qui se trouverait à l'extérieur du ballon. Oui, oui, tout à fait. Et puis, ça perturbe la stratification. C'est pour cette raison que, étant donné que la stratification est perturbée à la relance de l'eau chaude sanitaire, il n'y a aucune raison de mettre deux sondes. Parce on peut la placer n'importe où sur ce ballon, elle va mesurer plus ou moins la même chose, à quelques degrés près entre le haut et le bas. Donc, une sonde suffit, ce n'est pas utile d'en rajouter une seconde. Par contre, ce qui ne changera pas, et ce qui est tout de même assez important et efficace, c'est que plus que le ballon est gros, plus on le dimensionne en semi-accumulé, plus on passera du temps à condenser sur la phase chauffage. Parce que c'est bien la phase chauffage qui est la plus intéressante en condensation. On condense assez peu sur la phase eau chaude sanitaire. Seulement, on l'a vu lorsqu'on est face à des volumes de soutirage à 10 degrés. Par contre, ça présente quand même des avantages, ce ballon. C'est peut-être moins performant sur la phase eau chaude sanitaire, mais ça l'est tout autant sur la phase condensation-chauffage. Donc ça, c'est déjà un poids très très positif. Mais c'est moins encombrant, puisque l'échangeur est à l'intérieur du ballon, ça prend moins de place en chaufferie, et c'est moins coûteux aussi. Donc c'est pour cette raison qu'on en vend tout de même une grosse quantité. Ok, donc chaque solution a ses avantages en fait. Ses avantages et ses inconvénients. D'accord. Alors, dis-moi Hervé maintenant, est-ce qu'on a des solutions antilégionnelles performantes pour les établissements de santé? Tu nous avais parlé de la solution Hygiatherm lors du webinaire précédent. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Eh ben, on la retrouve à l'écran là. On a la solution Hygiatherm. J'ai repris le même exemple que la dernière fois pour expliquer un peu la solution Hygiatherm rapidement. Donc, c'est une production instantanée. Donc, l'échangeur à plaques doit être dimensionné selon le débit de pointe 10 minutes, donc une forte puissance pour combattre et réchauffer rapidement l'eau de 10 à 60. L'avantage de mettre en place un stockage intermédiaire entre la chaudière et l'échangeur à plaques instantané, c'est de pouvoir stocker de l'énergie, donc diminuer la puissance d'appel de la chaudière. On le voit ici, on passe de 241 kW à 84 kW pour la chaudière seulement, puisqu'on a stocké entre les deux 1500 litres de stockage d'énergie, prêt et disponible pour l'échangeur à plaques lorsqu'il y a une grosse demande. Donc ici, l'intérêt pour améliorer la performance de ce système, c'est d'augmenter le volume intermédiaire. Plus on l'augmentera, plus on aura tendance à diminuer la puissance de la chaudière, bien qu'on atteigne un minimum tout de même. Mais ça va permettre de mettre deux sondes dans le ballon, comme on l'a vu précédemment, pour gérer effectivement des on-off sur la chaudière, des phases de condensation, chauffage. Donc, rappelez-vous une chose, tout comme le ballon secondaire, il faut avoir un stockage minimum, c'est-à-dire l'équivalent du semi-accumulé pour justifier de 2 sondes dans un ballon, aussi bien au secondaire qu'au primaire, et ainsi favoriser les phases de condensation, chauffage. Mais on en parlera davantage dans les prochains séminaires, puisque webinaire, je n'ai pas encore bien l'habitude. Et ce sera Maxime qui va nous parler des solutions Hygiatherm plus en détail. C'est ça. Alors, on va maintenant parler de la priorité ECS vis-à-vis des chaudières à condensation. Alors, de ce que je crois, Hervé, il y a 2 façons de gérer la priorité ECS. Oui, ce qu'on retrouve dans les régulateurs de chaudière aujourd'hui, ou les régulateurs, les automates, il y a souvent 2 possibilités de gérer cette priorité eau chaude. Et ça, peu de monde le sait. Vous avez la priorité ECS absolue. Ça consiste en quoi? Lorsqu'on déclenche la priorité eau chaude sanitaire, on va destiner toute la puissance de la chaudière à réchauffer le plus rapidement possible ce ballon. Ce qui veut dire qu'on va agir sur toutes les 23 voies des circuits chauffage pour les fermer, ou les pompes en direct, les arrêter, pour destiner toute la puissance de la chaudière au ballon. Il y a un autre principe qui est la priorité ECS glissante, et c'est ce qu'on utilise le plus souvent. Ça présente un avantage. Ça va se comporter de la même façon au début.
on va couper tous les circuits chauffage, puisque le ballon est froid, il va falloir une puissance assez importante pour le réchauffer. Le ballon étant à 10, admettons. De 10 à 60, il va falloir une grosse puissance d'échangeur. Donc on va destiner la puissance de la chaudière à chauffer le ballon, mais au fur et à mesure qu'on monte en température dans ce ballon d'eau chaude sanitaire, on va libérer de la puissance. Et au lieu d'attendre la fin de la priorité eau chaude sanitaire, autant utiliser ce surplus de puissance. Et on va déjà commencer à ouvrir les 23 voies, ce qui va permettre de rester moins longtemps sans période de chauffage et améliorer de ce fait le confort. Surtout dans les bâtiments à faible inertie, les anciens bâtiments, ou qui sont très sensibles à l'arrêt du chauffage et vis-à-vis des déperditions extérieures. Donc on va pouvoir garantir un meilleur confort. D'accord, donc apparemment ce choix de priorité ECS a un effet, un impact de performance sur les chaudières 2 et 3 piquages. Oui, exactement. Lorsqu'on est en priorité ECS absolue, c'est-à-dire qu'on réserve toute la puissance de la chaudière au ballon, jusqu'à la satisfaction de la consigne. Là, il n'y a pas de différence entre une chaudière qui est raccordée en 2 piquages, comme on le voit sur la gauche, qu'une chaudière raccordée en 3 piquages. Puisque de toute façon, on ferme la 23 voies du chauffage, donc aucun retour pendant cette phase d'eau chaude sanitaire ne reviendra à la chaudière. Donc pas de retour froid. Des retours de plus en plus chauds, justement, avec le retour du ballon sanitaire. Puisqu'on va le chauffer jusqu'à 60. Par contre, en phase de priorité eau chaude glissante, on va libérer de la puissance, on va ouvrir fur et à mesure cette 23 voies chauffage, mais ça aura très peu d'effet sur une chaudière de piquage, puisque là, on va venir mélanger les retours froids, les faibles retours froids, il y en aura peu, avec des retours eau chaude sanitaire de plus en plus chauds. Donc ça va être très peu bénéfique au niveau performance. On va assez peu condenser, voire pas du tout. Alors qu'en 3 piquages, le fait d'avoir séparé les retours eau chaude sanitaire et chauffage, le peu de retour qui vient sera toujours bénéfique puisqu'ils vont aller irriguer le condenseur de la chaudière avec le retour des radiateurs, et surtout pendant cette phase-là, on ne chauffe pas les radiateurs, ou pratiquement pas. Donc ils vont nous revenir, ils se sont refroidis au début de phase de l'eau chaude sanitaire, puisqu'on a destiné toute la puissance de la chaudière à l'eau chaude. Donc là, ça va être beaucoup plus bénéfique à la performance, et c'est une performance assez modérée, je dirais, puisqu'on gagne à peu près 2 à 3 points par rapport à du 2 piquages et une priorité ECS absolue. Donc il convient de bien choisir tout de même sa priorité eau chaude sanitaire. Ça va loin dans le détail pour aller vers la performance. D'accord. Et en cas de piquage, qu'est-ce qui se passe? Alors, en cas de piquage, on le voit sur ce schéma, la particularité, c'est que c'est toujours bénéfique. Qu'on soit en priorité ECS absolue ou en priorité ECS glissante, ça ne va rien changer à la performance. Le cas de piquage, quelque part, ça évite les petites erreurs du terrain pour garantir toujours la performance, contrairement aux 2 ou aux 3. Je vous explique. Ici, le cas de piquage consiste à faire revenir la sortie des émetteurs, donc la température la plus froide disponible sur l'installation, qui va venir irriguer ce condenseur en permanence. Et non seulement avec la température la plus froide, mais en plus avec le débit nominal de la pompe du circuit radiateur. Contrairement au schéma précédent, le 2 et 3 piquages, où seulement le retour du bypass de la 23 voies revenait irriguer ce condenseur. Ici, on est sur le débit nominal constant et continu du chauffage. Donc, le condenseur est alimenté avec la température la plus basse et le débit le plus fort. Ce qui veut dire que ça va se traduire par une performance extrême pendant les phases d'eau chaude sanitaire. Une performance extrême qui va se traduire non pas avec le rendement de l'ECS, mais pendant la phase d'eau chaude sanitaire, avec le rendement du réseau chauffage. Puisqu'une chaudière à condensation, ça se comporte différemment. Tout ce que n'a pas pu récupérer l'échangeur principal, EP sur mon schéma, les fumées descendantes sont très chaudes, c'est le condenseur qui récupère tout ce que n'a pas récupéré l'échangeur précédent. Et donc,
ça récupère dans ce cas-là pour atteindre sur des réseaux radiateurs 60-40, c'est-à-dire des retours de 40 à 20 sur la saison de chauffe, un rendement moyen de 107% de rendement pendant les phases eau chaude sanitaire, tout comme les phases chauffage. En moyenne sur l'année, rendement global annuel. Donc le cas de piquage, ça se justifie dès que nous faisons face à un circuit régulé et un circuit eau chaude sanitaire. Et ça, on le retrouve où? Pas dans les logements. Hein. C'est souvent le cas. Hein. Un ballon ECS, un circuit radiateur. Donc le cas de piquage se justifie dans beaucoup de cas. Et c'est très bénéfique, on le voit sur la phase eau chaude sanitaire. D'accord. Et comme je le disais, le petit encadré qui apparaît, que le ballon il soit trop petit, que le bouclage n'ait pas été réglé, quoi qu'il se passe, si la chaudière est à température constante 80, tout ce qui n'a pas été récupéré sur l'échangeur principal, c'est le condenseur qui le récupère. Donc toutes les erreurs entre guillemets terrain, eh ben, ça permet d'effacer la page quelque part, repartir d'une page blanche avec une super performance. Ok, alors on va maintenant parler de la production de CS collectif sans bouclage, mais Hervé, il me semblait qu'en collectif, il y avait toujours un bouclage. C'est possible sans bouclage? Oui, il y a une solution qui le permet. Tu peux m'en dire plus? On l'a vu, le point faible, quelque part, de la performance vis-à-vis de l'eau chaude, vis-à-vis du collectif, c'est l'eau chaude sanitaire et son fameux bouclage avec qu'on doit maintenir en température, à 50 degrés en tout point du réseau de distribution. Ici, on fait face à une solution différente, puisque nous parlons de modules thermiques d'appartement, de MTA. Et ici, il suffit de les alimenter seulement avec un primaire, avec 2 tubes, un départ et un retour. Contrairement à l'installation collective classique, qui, elle, a un réseau chauffage, départ-retour, et un réseau d'eau chaude sanitaire, alimentation eau chaude, retour bouclage. 4 tubes. 2 tubes suffisent, pourquoi? Puisqu'à l'intérieur de ces modules, on va distribuer d'une part le chauffage sur les radiateurs de l'appartement, mais d'autre part, qu'est-ce qu'on a à côté? Un échangeur à plaques instantané. Et qui dit instantané, eh ben, va pouvoir récupérer à chaque soutirage et échanger face à de l'eau froide à 10 degrés. Il n'y a plus de bouclage, donc il n'y aura plus de mélange entre l'eau à 10 et 50. On ne sera face qu'à des retours les plus bas au niveau primaire, puisqu'au niveau secondaire, on est face qu'à de l'eau froide sanitaire. Donc le plus performant, contrairement à tout ce qu'on a vu précédemment sur l'eau chaude sanitaire collective, c'est la partie production d'eau chaude qui est la plus performante ici. Quand on arrive avec de l'eau à 10, on revient avec des retours primaires aux chaudières, avec de l'eau environ à 20-25 degrés. Donc la phase eau chaude sanitaire, production d'eau chaude sanitaire, est plus performante que la phase chauffage, puisque si on fait face à des radiateurs 60-40, la température de retour des radiateurs se situera entre 40 et 20. Alors qu'en phase de production, on sera toujours à une vingtaine de degrés. Donc ce sera très bénéfique. Mais attention au schéma hydraulique de ce raccordement avec les MTA. Si on veut atteindre une performance optimale avec ce genre de schéma, il faut mettre en place, tout d'abord, un ballon primaire pour diminuer la puissance des chaudières, hein, puisqu'on est face à de l'eau chaude sanitaire instantanée, plus le chauffage dans chaque appartement. Hein. Et si on met en place un ballon intermédiaire, eh bien, il faut pouvoir accumuler du froid sous la sonde. Lorsqu'on va enclencher les chaudières, de cette façon-là, les retours dont on parlait, une vingtaine de degrés, on va pouvoir en bénéficier sur les chaudières et condenser. Si vous n'aviez pas de sonde dans le ballon, les chaudières fonctionneraient en continu, comme sur une bouteille casse pression, et on recyclerait avec un débit plus important sur le primaire que sur le secondaire, et on réchaufferait tous les retours de la chaudière. Et là, ce ne serait pas du tout bénéfique. Donc il faut absolument un ballon suffisamment gros, avec une sonde en position milieu, et tout le volume nécessaire au-dessus pour combattre en gros le stockage d'énergie du débit de pointe des minutes. Par contre, ce n'est pas gagné, la performance, avec ce genre de schéma. Puisqu'on fait face à une pompe d'alimentation des MTA qui est à variation de vitesse. Évidemment, elle doit faire face
en plein hiver à la puissance totale du chauffage et de l'eau chaude sanitaire, alors qu'en mode été, qu'à l'eau chaude sanitaire, voire pendant la nuit, qu'au maintien en température des quelques échangeurs à plaques dans les appartements qui nécessitent d'être maintenus en température. C'est-à-dire qu'on passe d'un débit de 100% à 1 ou 2% de son débit nominal. Et trouver une pompe qui a une variation de débit aussi importante, c'est très rare sur le marché. Donc souvent, il est préconisé de mettre un bypass pour garantir les fameux 10%. C'est le retour des constructeurs de pompes un petit peu. Hein. En tout cas, il y a des nouveaux modèles peut-être aujourd'hui qui le permettent d'avoir du 0%. Mais jusqu'à présent, c'était le cas d'avoir un débit minimum sur les pompes. Et ce 10%, ça va être néfaste, ce bypass, puisqu'il va venir réchauffer, on le voit sur le schéma, malheureusement, tous les retours qui viennent de nos MTA. Avant même d'arriver dans le ballon, qui peut-être aura une mauvaise stratification. Et en finalité, dans les chaudières, qu'est-ce qui va se passer? On n'aura pas de l'eau aussi froide que sur le papier, en théorie. Voilà, donc il faut veiller à une chose, déjà avec ce ballon primaire aussi, à arriver en point milieu de ce ballon primaire. Il y a beaucoup d'erreurs sur le terrain qu'on a pu constater, où l'arrivée des chaudières arrive en point haut. Si on a mis une sonde dans le ballon et les chaudières sont arrêtées, elles vont se refroidir. Au redémarrage des chaudières, on va casser toute la stratification supérieure du ballon. Et c'est ce qu'on peut constater sur le terrain. Alors il y en a qui essayent de mettre des 23 voies au secondaire pour essayer de maintenir une température avec un primaire plus haut. Et donc il n'y a plus d'intérêt, on condense beaucoup moins. Non, l'idée c'est tout simplement qu'étant donné que la température des chaudières est variable, pour ne pas casser la stratification et garantir les 60-65 degrés constants sur le départ des MTA, il faut bien évidemment l'envoyer au milieu, comme on l'a vu précédemment avec l'hygiatherme. Ouais. C'est exactement la même chose. Et pour garantir la performance, on l'a vu, il faut choisir, si vous avez les possibilités, un circulateur d'alimentation des MTA sans débit minimum d'irrigation, autrement bipassage obligatoire et performance diminuée. Ici, vous avez un autre schéma. Voilà la solution qui vous permettra dans tous les cas d'être performant face à des MTA. C'est en associant tout simplement une chaudière non pas 2 piquages, mais une chaudière 4 piquages au MTA. Et là, c'est tout simple, puisqu'il n'y a qu'un seul circuit de l'autre côté du ballon. Donc, le retour des MTA, l'idée, lorsqu'ils reviennent entre 20 et 25 degrés, voire de 40 à 20 en phase chauffage, donc très profitable à la condensation, c'est pas de les envoyer directement dans le ballon, avec le bypass de la pompe du circulateur qui réchaufferait leur tour. Non, c'est de profiter ces retours les plus bas en les envoyant directement dans les condenseurs des chaudières 4 piquages. Comme ça, ce sera bénéfique aux chaudières. Elles vont profiter de cette température la plus basse de l'installation en condensant au maximum. Puisqu'on le rappelle, tout ce que n'a pas pu récupérer l'échangeur principal de la chaudière, c'est le condenseur qui le récupère. Si on renvoie l'eau la plus froide sur le condenseur, on a gagné, on a la performance extrême sur l'installation. Et ensuite, on ressort de ce condenseur, et là, on revient rejoindre le ballon, avec l'éventuel bypass de la vanne qui vient réchauffer les retours, mais là, ça n'a plus d'importance. Et dans le ballon, il peut ne pas avoir de stratification, c'est pas grave non plus, puisque le retour aux chaudières sera peut-être haut en température, mais on aura tout récupéré avec les températures les plus froides sur le condenseur. Donc ça, c'est la garantie, ce schéma, d'une performance extrême sur des MTA, contrairement au schéma de piquage. Il suffit de penser à mettre une chaudière de 4 piquages ici. Donc, l'autre avantage, et ça c'est important, c'est au niveau financier. Ça ne va pas coûter plus cher que la précédente installation. Pourquoi? Parce que finalement, étant donné que vous avez déjà tout récupéré le froid dans les condenseurs, il n'y a plus besoin d'avoir un ballon avec une sonde à l'intérieur pour avoir une réserve froide dessous. Donc le ballon, il peut être 2 fois plus petit. Ça sera une conséquence financière. Dans ce cas-là, s'il est plus petit, comment sont dimensionnées les chaudières? En fonction du volume du ballon. Puisque dans le guide édité par le Caustic pour tous les fournisseurs de MTA, il y a une méthode de dimensionnement qui dit que ce ballon, on doit le maintenir et on doit le réchauffer en 30 minutes
avec la puissance des chaudières. Donc s'il est 2 fois plus petit, bah, je vais passer beaucoup moins de puissance pour réchauffer ce ballon. Et donc ça va affecter d'autant plus et diminuer la puissance de mes chaudières. Donc je vais avoir un ballon 2 fois plus petit, des chaudières peut-être moins puissantes, qui sont passées certes de 2 à 4 piquages, mais donc j'amortis directement mon très faible surcoût sur des chaudières entre 2 et 4 piquages. Et de ce fait, bah, je garantis la performance. Par contre, attention, il ne faut pas utiliser n'importe quel type de chaudière. Puisque, comme on l'a dit précédemment, le débit est extrêmement variable sur les retours de MTA, de pratiquement 0 à 100%. Donc il faut absolument avoir la possibilité d'avoir des condenseurs sans limite de débit d'irrigation. Et ça, c'est très rare, sur des chaudières 4 piquages. Par contre, c'est possible avec les Varmax de notre gamme. D'accord. Alors, Hervé, si j'ai bien compris, les MTA, c'est une production ECS instantanée dans chaque logement. Donc, c'est donc une solution antilégionnelle. Oui. Et donc, est-ce qu'il y a moyen de les placer dans les établissements de santé? Exactement. Lors du dernier webinaire, pas séminaire, on a parlé de la réglementation, surtout les établissements de santé et les établissements de personnes âgées, où il faut éviter le stockage d'eau chaude sanitaire. Ouais. Donc là, c'est tout à fait approprié. Alors, il y a une solution qui existe chez nous aussi. Ce sont des MTA, mais dédiés uniquement à l'eau chaude sanitaire. C'est-à-dire que vous voyez, sur le schéma de gauche, c'est un MTA où on est venu dépouiller de tout ce qu'il y avait à l'intérieur de la partie chauffage. D'accord. Donc, c'est nettement plus accessible. Et vous avez quelque chose qui est encore mieux et qu'on utilise davantage, c'est simplement ce que vous voyez à l'intérieur, l'échangeur et la vanne Samson que vous avez là, avec un échangeur isolé et une équerre qui permet de le fixer au plus près de chacune des chambres, pour simplement alimenter le primaire et sortir avec une alimentation, eau chaude sanitaire au secondaire. Ça vous permet d'avoir des coûts encore plus accessibles, encore plus intéressants. Et avec un gros avantage, c'est que cette vanne très appréciée des exploitants, une vanne Samson, aucune alimentation électrique nécessaire, elle va réguler la température de l'échangeur puisque c'est une vanne thermostatique. Une vanne thermostatique avec une conception très particulière qui est reliée carrément à une plaque totale d'un échangeur avec un gaz à l'intérieur. Donc on est très sensible aux variations de température de cet échangeur et on est vraiment très réactif pour garantir une température très précise à la sortie de l'échangeur, au dixième de degré près. C'est ça l'avantage. Donc l'avantage qui en ressort, c'est qu'il n'y a besoin d'amener aucune alimentation électrique sur cet échangeur de production d'eau chaude sanitaire à proximité des chambres. Dans ce cas-là, on aura notre installation de MTA avec bien évidemment des chaudières 4 piquages pour récupérer tous les retours des MTA dans les condenseurs. Et on retrouve dans ce cas-là, pour la partie chauffage, non pas le chauffage réalisé par le MTA, mais souvent dans les maisons de retraite ou les établissements de santé, il y a de la climatisation. Donc on peut alimenter, avec le départ qu'on voit ici chauffage, des batteries chaudes. Ou éventuellement, pourquoi pas, du traditionnel des radiateurs, s'il le faut. Mais voilà, ça vous offre la possibilité de faire de l'antilégionnel dans chaque chambre, la garantie d'une performance face à de l'instantané, et toujours une possibilité de partir avec un départ chauffage, soit par radiateur, soit sur CTA. Toutes les bonnes idées sont les bienvenues. D'accord. Voilà. Donc, on va limiter le risque de développement des légionnels et les contraintes d'exploitation dans tous ces établissements, puisqu'il n'y a plus de ballon sanitaire, comme on l'a vu la dernière fois. Ça, les exploitants préfèrent. Donc, c'est une solution qui se développe dans les établissements de santé de personnes âgées, mais on voit aussi se développer de cette solution un peu de partout. Pas un peu de partout, j'exagère, mais on le voit aussi dans les logements. Quand on fait face à des anciennes solutions individuelles dans les logements d'eau chaude sanitaire, et on peut venir les remplacer simplement avec ce petit échangeur à plaques, une production instantanée au sein de chaque logement, avec peut-être un principe de chauffage différent.
Et voilà, on Très arrive bien. à la fin de cet exposé. On arrive au bout. Je vais te repasser la main. Alors, je vais remettre la caméra. Je vais arrêter la présentation. Tu vas peut-être passer et expliquer. Ah oui, tout à fait. Je vais laisser la présentation. Alors, donc déjà, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. On a été plus de 350 quasiment tout du long. Un grand merci. Alors, comme la dernière fois, je vous invite, si vous n'avez pas eu le temps d'envoyer vos questions ou si vous n'avez pas eu le temps d'avoir la réponse en direct lors de ce webinaire, à envoyer vos questions sur l'adresse mail qui s'affiche à l'écran et que Lucie ou Cindy pourraient peut-être remettre dans la conversation. Comme promis, vous retrouverez les réponses aux webinaires précédents cet après-midi sur notre site internet, sur la page des jeudis de l'ECS. Alors là, je m'excuse, hein, c'est de ma faute. Dans les 15 jours qui sont passés, j'ai pas eu le temps de te répondre. Non, mais c'est promis. Je les ai récupérés, on les met en ligne cet après-midi, demain ou plus tard. Voilà. Voilà. On va se rattraper, on tâchera d'être meilleur pour la prochaine fois. Hein. Voilà. Sinon, pour information, on se retrouve dans 2 semaines, jeudi 19 novembre de 10h à 11h pour parler de la production ECS et gaz, comment associer confort et efficacité énergétique. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire également sur le site Atlantique Solutions Chaufferie et puis on vous enverra évidemment les invitations la semaine prochaine. Et puis, pour suivre, on aura donc dans un mois le 4e et dernier webinaire sur l'eau chaude sanitaire et on parlera des pompes à chaleur, quelles sont les solutions durables. Je vous rappelle également que si vous avez manqué le premier ou si vous souhaitez revoir celui-ci, vous pouvez retrouver les replays de ces webinaires également sur la page Les Jeudis de l'ECS sur notre site internet. Voilà, donc ils sont en consultation libre. N'hésitez pas à aller les visionner et à les partager. Voilà. Eh bien, Baptiste, est-ce qu'on a eu beaucoup de questions sur… On a eu beaucoup de questions, plus de 60. Plus de 60 auxquelles j'ai essayé de répondre en direct. Mais d'accord. Tu as encore beaucoup de travail, effectivement. J'ai encore beaucoup de travail, très bien. Donc, on va tâcher d'y répondre très rapidement et plus rapidement que cette fois-ci. Hein, parce que là, on a été un petit peu débordé. Donc, par contre, on va conclure. On vous remercie énormément d'être aussi nombreux à participer à ces webinaires. C'est un thème qui semble vous intéresser. Hein. Tout à fait. Hein. Donc, on vous donne rendez-vous, bien évidemment, comme l'a dit Aurélie, dans 15 jours. C'est ça. Hein. En attendant, eh bien, passez une bonne fin de semaine et à très bientôt. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vous et de vos familles. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.